Tu racontais que tu t'étais foutu la pression. C'est un truc de malade. Je suis super excité et en même temps, va falloir souffler un peu là. Mais pourquoi? J'ai envie de bien faire. Ah, voilà. t'es un bon élève? Oui, Ah, je c'est veux vrai, réussir. T'as toujours été un bon élève et tout? En vrai, ouais. T'as un peu le mood bon élève? Je suis le bon élève, mais qui essaie d'être cool en jouant les rebelles, tu vois. Je vois ton style. Tu vois, j'ai un peu un petit t-shirt déchiré, et voilà. Et en même temps, tu veux faire supérieur. Mais tu sais, il y a pas de notes. C'est pas comme l'école des fans. Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent pas l'école des fans, c'était une vieille émission. En fait, les enfants venaient chanter. Et à la fin, ils se donnaient des notes. Jacques Martin. Du rêve. RIP. Mais donc, il y aura pas de notes, d'accord. D'ailleurs, ça pourrait être un concept. À tous les auditeurs de faire des notes. Un battle d'invités, tu sais, genre. Okay. Qu'est-ce que vous avez préféré? Donc, Jonathan, c'est ça, t'as 36 ans? Yes. Tu vis à Lille? Je vis à Lille, en plein centre-ville. Ok. T'as 2 enfants, 2 garçons? 2 garçons, Camille, Arthur, le premier 8 ans et le deuxième 5 ans. D'accord. T'as vu, je suis concentré, c'est chaud. Faut que Bah non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Qui s'est tombé? Ceci est un jouet de mes enfants. Ah d'accord, ok. Je pense que j'ai le déguisement d'Halloween derrière moi, là. Désolé. C'est le moment d'Halloween. Donc ouais, tu m'as envoyé un message, donc on va à la fois faire un épisode d'Histoire d'argent, parce qu'en fait à la base c'était pour ça que tu m'écrivais, mais t'avais l'air de me dire que t'avais des trucs à me raconter sur la parentalité, sur la paternité, donc je t'ai proposé de faire les deux. Donc vous pourrez retrouver Jonathan éventuellement dans Histoire d'argent, je ne sais pas encore quand, plus ou moins avant, mais en tout cas à un moment donné tu t'y retrouveras aussi. J'ai envie de te poser la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'en es venu à devenir parent, toi, à devenir père? J'ai toujours eu ça, je pense. En fait, je me suis peu posé la question du pourquoi. Depuis petit, je sentais une vie où j'aurais des enfants, quoi. Je pense que j'ai eu un papa qui était très présent, enfin 2 parents qui étaient ultra impliqués en termes de parentalité. Ils avaient fort envie d'enfants, eux, ils l'ont vécu à 3000, ils ont lu plein de bouquins là-dessus et tout. Donc j'avais un modèle entre guillemets qui me disait tiens, c'est intéressant quoi, voilà. Donc ça. Et sur les coups de 25 ans, je tournais un peu en rond, je pense, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est quoi le step d'après? Il y a un truc qui doit arriver là. Faire des soirées, c'est cool, mais voilà, il faut envie de construire des trucs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai poussé ma nana pour faire des enfants, quoi. Ah yes. Ouais, mais te dire genre qu'est-ce qui a motivé le truc, et il se trouve qu'on n'a pas eu trop de mal à lancer la machine. On en reparlera, mais il y a quand même eu des petits hicks. Du coup, il n'y a pas eu une question de tiens, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qu'on veut vivre à travers ça. Enfin, voilà. Ça a toujours été évident. Ouais. Okay. Ouais. Et en même temps, dans le côté qu'est-ce que ça engendre dans ma vie, j'avais pas du tout anticipé non plus. Et même il n'y avait pas de podcast Histoire de daron à l'époque. C'est ça le truc. Mais est-ce qu'on se met pas à écouter les trucs quand c'est trop tard déjà? Enfin, tu vois, je crois qu'il y a pas mal de femmes qui écoutent avant, pour se renseigner un petit peu sur ce que ça veut dire la maternité et tout. Et les mecs, ils ont plutôt tendance à commencer Histoire de daron une fois qu'ils sont les 2 pieds dedans, quoi. Ou en tout cas où leur nana est enceinte et ils commencent à se poser des questions, quoi. Mais ça en dit long, tu vois, sur le pourquoi les gens s'y mettent, quoi. Parce que ou comment ils le préparent. Enfin, tu vois, je veux dire le niveau de responsabilité qu'on prend en tant que père, parce que moi j'avais super envie, tu vois, c'est moi qui ai poussé ma femme à se lancer dedans. Je suis vraiment navré, mais ça me fait super drôle de m'entendre. Mais encore une fois, je vais me détendre. Tu te débrouilles bien. Hein. C'est cool. Putain, tu me mets trop à l'aise, ça fait du bien. Ok. Installez-vous confortablement. Pardon. Non mais en fait je suis en train de me dire putain, je vais faire écouter ce truc à mes enfants dans 10 ans peut-être, et déjà en train de et je suis en train de me dire putain mais les gars, genre vous voyez votre père au max, quoi. Ouais. Ah ouais. Tu vas être le père parfait. Bah de ouf. Ah ouais. Ah de ouf. Ça c'est compliqué. Tu vois, alors, c'est marrant parce que peut-être pour les parents de jeunes parents, je crois que j'étais là-dedans moi.
Et en fait, l'adolescence m'a vraiment aidé, là, et notamment cette dernière année, à me débarrasser de ça. Et en fait, à me dire, quoi qu'il arrive, en fait, je vais pas faire bien. Parce qu'en fait, elles auront toujours des trucs à me reprocher, moi, mes filles en tout cas. Et ça m'a vraiment filé un énorme coup de main, en fait. Et à me dire, non, mais en fait, je vais juste être le mieux possible, faire le mieux possible. Et en fait, le père parfait n'existe pas, la mère parfaite n'existe pas. Enfin, et donc, pour moi, l'important, c'est juste de vivre ma vie, d'avoir mes enfants dans ma vie aujourd'hui, mais aussi que ce soit hyper aligné avec qui je veux être, quoi. Et c'est dur pour toi t'es là-dedans, dans ce truc encore tu veux être le papa parfait, donc t'es déjà en train de te dire, ok, je vais faire écouter ce truc à mes gamins. Donc, parce que t'étais parti sur un super sujet là qui m'intéresse vraiment, c'est pourquoi à un moment donné on décide de faire des enfants, et en fait en vrai on sait pas vraiment où on se lance, dans quoi on se lance, pardon. Et je te vois pensif. Ouais, parce que je me reprojette dans cette rando où, tu vois, où je dis à ma nana, genre, bon, voilà. Déjà, c'était compliqué, tu vois, de l'amener. Genre, à quel moment, entre le repas et le dessert, tu te dis, tiens, et si on faisait des enfants, vous en aviez jamais parlé ensemble? On savait qu'on en était à 8 ans de vie, tu vois, ensemble, ou 7 ouais, peut-être plus, à 25. 6, 7 ans. Ah ouais, mec. Ouais, déjà, il y a un truc là-dessus. Vous étiez des high school lovers. Exactement. Bon élève, tu vois, genre. Il faut cocher les cases. Voilà. C'est ça? Non, pas du tout. Au contraire, moi, la case à cocher, c'était plutôt genre, faut avoir une vie ultra remplie. Ouais. Il faut avoir une vie d'aventurier. Voilà, je sais que t'as eu des invités là qui vivaient au bout du monde. Ouais. Voilà, ça, comme par hasard, c'est les podcasts que j'ai écoutés en premier, tu vois. Ok. Et c'est ceux qui m'inspiraient vachement. Et voilà, du coup, je crois que je tendais vers ça. Et du coup, ça m'a mis une baffe de ouf. On va y revenir peut-être sur. Comme ça a posé ma vie en fait, sédentariser plein de trucs et tout, et donc ça je l'avais pas du tout anticipé, mais je chantais vraiment ce truc de j'ai envie qu'on construise ça ensemble. Voilà, c'était assez clair. Par contre, on avait le temps, quoi, tu vois, puisque on avait fait le lycée ensemble. Ouais. On avait commencé nos études, fait des trucs à distance et tout, donc dans les projets, on n'avait pas un timing fixe, quoi. Ouais. Et à l'inverse, en fait, ça a créé ça, en fait. Ça qui est bizarre, c'est que moi, je lui ai dit, bon, moi, j'en ai envie. J'en ai parlé peut-être même un peu tard, tu vois. Donc, c'est genre, bon, j'en ai envie, mais now, tu vois. Genre, ah ouais. Ouais, ou alors, faut pas que ça tarde trop, quoi, dans l'année qui vient, les 2 ans qui viennent, tu vois. Mais pourquoi cette urgence à ce moment-là? Pourquoi cette urgence tout court? J'ai envie de dire. Oui, d'une manière générale dans ta vie, il y a une forme d'urgence, c'est ça? Peut-être, ouais. Bah, en fait, pour moi, ça va avec ce qu'on se dit là, enfin, ce que je te dis juste avant sur, il faut que la vie, que ma vie, elle soit exceptionnelle, tu vois. Genre, j'ai l'impression que, alors c'est très con, j'aime pas les trucs de dire notre génération tu vois, parce que je pense qu'il y a une infinité de schémas dans une génération. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir été nourri dans un délire de, il faut vivre des trucs exceptionnels. Une vie réussie, c'est une vie remplie d'aventures. Il y a plus trop ce truc à la papa de, tu vois, t'as fait carrière dans une boîte et tu vois, t'es monté les échelons un par un au mérite. Non, tu vois, c'est genre, bam, t'as voyagé, t'as créé une boîte, voilà. J'ai l'impression qu'il y avait un modèle comme ça. T'es un peu plus jeune que moi, mais moi j'ai grandi avec Bernard Tapie, tu vois, grave. qui était vraiment dans ce truc où c'était vraiment le mec qui faisait plein de trucs, quoi. Ouais, tu vois. et capable de tout. Ouais, qui faisait de la gym avec sur la télé. Incroyable cette vidéo. qui gagnait le feu. Bon, après, Gym tonic, Bernard Tapie. Tapie est un personnage haut en couleur et controversé par plein d'aspects, mais en tout cas c'est vrai je crois que c'est pour moi l'un des premiers mecs qui sortait comme ça, où il était capable de faire plein de trucs, quoi. Ouais, et puis jongler sur plein de domaines et tout, tu vois, un truc. Ouais, et toi t'étais là-dedans, en fait, t'avais un peu ce truc de vouloir faire plein de choses, quoi. Ouais. Je crois que j'ai eu une enfance où moi je suis fils unique. Okay. Et j'habitais chez ma maman. Mes parents sont séparés depuis que j'ai 2 ans. Tu vois. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps dans une maison où on n'était que 2, avec une maman qui en plus de gérer. Putain, et ça, je l'ai compris une fois que j'ai eu des enfants. Genre, mais comment elle a fait? C'est fou, quoi. Genre, et puis jamais à râler. Enfin, tu vois, jamais un truc. Et tu te dis, putain, mais elle a eu sa reconnaissance de ça. Enfin, tu vois, genre, voilà. Tu lui as donné ou pas, là? Ouais. Adulte. Ouais. Okay. Et elle l'a pas pris. Oui, classique. Ouais. C'est triste, tu vois. Enfin. Ouais, les darons, ils veulent pas de ça, quoi. Tu vois, il y a un côté sacrificiel, je crois, qui besogneux. appartient plus à
à leur génération qu'à la nôtre, j'ai l'impression. Moi, je dirais aussi qu'il y avait un malaise avec l'émotion. Ah, tu vois, et, un truc un peu genre eux, ils ont vécu avec des parents pas cool. Ouais. Et du coup, ils avaient du mal enfin, tu vois, ils ont dû faire beaucoup d'efforts. Et tiens, tu vois, l'envie de bien faire, c'est peut-être pas juste la mienne, là, je suis en train de me dire, tu vois, en te parlant. Oui. Et donc, du coup, ouais, tu vois, je te dis, ils ont potassé des livres, ils ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie pour être présents pour moi, et voilà. En plus, fils unique, tu vois, donc c'était tout pour moi, quoi. Oui. Donc, royal au bar. Et par contre, tu vois, c'était dans un mood très... eux, ils n'avaient pas eu des mots sensibles, je pense. Ouais. Et du coup, dans les mots que j'ai pu avoir, c'était pas toujours, tu vois, maxi sensibilité. Moi, ma mère, tous les trucs importants, elle nous a plutôt écrit, tu vois. C'était plus confort, je pense, pour elle. Et moi, ça m'a mis en colère des fois. Genre, mais dis-le-moi, tu vois, genre, on s'est vu il y a 20 minutes, donc t'es pas obligé de m'écrire une lettre, quoi. Parce que moi, à l'inverse, je sais pas, je crois que ça me fait du bien, quoi, de vivre le truc à balle et de sentir la vibration, tu vois, les larmes, enfin, c'est des beaux moments, quoi. Et ce qui me mettait en colère, c'est le fait qu'elle se l'autorise pas, elle, quoi, tu vois, mais peut-être c'était trop intense. Voilà, chacun a son rythme. C'est parce qu'elle se l'autorisait pas, elle, ou c'est parce qu'en fait, de ce fait-là, elle t'empêchait aussi de... Non, parce qu'en vrai, je lis la lettre et je chiale, moi, de mon côté, quoi. Mais j'ai envie de chialer à deux, tu vois. Ouais. Non, mais je voudrais revenir sur ce truc de... Tu savais pas vraiment où tu foutais les pieds par rapport à quand t'étais parent. Aujourd'hui, tu regardes ça avec de la distance, c'est ça? Moi, j'ai vraiment senti en fait, une remise en question profonde de mon rythme, quoi. Et voilà, quasi un challenge, genre, putain, en fait, le fait de devenir parent, ça m'interdit d'être qui j'ai vraiment envie d'être, quoi. Enfin, tu vois, j'en étais presque là à un moment, quoi. Et il y a un moment, tu vois, où du coup j'avais plus le droit d'être nomade, tu vois, parce que en fait, là j'en parlais à une copine hier qui me disait dans ce même canapé, et si t'avais 2 mois là, tu ferais quoi, je dis, j'ai des enfants à l'école, tu vois, donc si j'avais 2 mois, je reste en ville, tu vois, je pars pas à l'autre bout du monde parce qu'il y a une espèce de responsabilité. Bon, de toute façon, c'est ça qui m'est tombé en plein dessus. Hein. C'est beaucoup responsabilité. Tu gères plus que pour toi. Ouais. Nous, on était un couple où on était vraiment assez indépendants. Et on était vachement fiers de ça. En plus, c'était le truc cool. Genre, tu vois, voilà, c'est pas... quand on invite l'un, l'autre vient pas systématiquement. Il y a vraiment un truc de chacun sa vie, chacun son rythme. Et en fait, je me sens que je m'étais construit vachement par rapport à des trucs qui étaient cool. Et voilà, le truc de voyager, le truc de d'avoir une certaine indépendance de couple, tu vois, pas être plan-plan, pas être dans une espèce de routine et tout. Je crois que j'avais vachement peur de ça. Et à l'inverse, les enfants, c'est venu me mettre masse de routine, quoi, ne serait-ce que par le fait que il y a un rythme et il y a des rythmes qui évoluent en plus suivant les âges, mais ce truc de rythmer le quotidien, il était pour moi super dur au début, quoi. Tu dis, attends, ça va être ça ma vie, tu vois, genre maintenant du lundi au vendredi c'est toujours ça. Je me souviens avant de venir, mais quand même je posais des questions, tu vois, mais un petit peu, c'était pas genre j'écoute masse de podcasts. Et j'avais 2-3 collègues qui disaient, mais qu'est-ce qui fait que vous sortez plus en semaine, par exemple, tu vois, genre, tu peux prendre une babysitter, donc et qu'est-ce qui fait que, enfin voilà, ta vie elle aurait changé. J'ai un copain qui m'a dit, je crois 2 semaines avant la naissance d'Arthur, je crois que je lui pose des questions mais un peu maladroitement et il me dit, ouais non mais tu vas voir, ça va te faire un petit changement. Je dis, mais à quel moment matin tu te réveilles et ta vie a changé? Ça n'existe pas, ce truc, tu vois. Eh ben si, spoiler. La naissance de ton premier enfant, quoi. Ouais. Et ça a eu un gros truc et c'était difficile à en concevoir, anticiper, quoi. Donc voilà. Je crois que c'est un vrai truc
dont nos parents nous ont pas assez parlé, quoi, tu vois, parce qu'on entend beaucoup, ça te change la vie d'avoir des enfants, etc., etc. Mais en fait, je crois que ça manquait cruellement de témoignages comme ce qu'on est en train de faire là, de témoignages de vraie vie, quoi, tu vois, bah voilà, moi je rêvais de devenir nomade, etc., d'avoir une vie nomade. Alors peut-être en fait, en vrai, t'aurais pas eu d'enfant, mais t'aurais eu cette vie-là aussi sédentaire, peu importe. Mais c'est vrai que ça t'amène pour moi, vraiment une table rase, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as ta vie avant, tu la mets complètement, tu mets tout par terre et tu te dis, ok, on va reconstruire à partir de là, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, c'est une aventure. Tu vois, et ça, moi, j'aurais besoin qu'on me le vende un peu, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois, quand t'es dans un rush où tu dois changer des couches, ton gamin, enfin, tu vois, genre, tu dois attraper un truc avec ton pied parce qu'il est en train de dormir sur toi et que tu dois décrocher un téléphone, tu essaies de changer ta playlist, voilà. C'est des moments de ouf, en fait, tu vois, et c'est fun, c'est aussi plein d'aventures, de remise en question, enfin, moi, pendant que... C'est pas l'aventure qu'on nous vend dans les films. Exactement, et en fait, et pour autant, c'en est une, et c'est cool, du coup, et c'est pas genre ta vie elle va devenir nulle, enfin une espèce de truc de tu vas être dans les couches et du coup c'est tocard ou c'est en fait je me suis juré de pas donner de conseils aux jeunes parents parce que genre vraiment c'était dur pour moi et j'en ai pas pris trop, mais quand même de quel droit les gens donnent ces conseils là. Mais il y a un truc quand même que je dis aux gens quand ils me disent tiens je pense avoir des enfants et tout. C'est genre, juste pour info, tes potes, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas? C'est quoi le projet pour eux, quoi? Parce que moi, j'ai eu un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que j'étais très en avance par rapport à mes potes. Donc là, ils commencent à avoir des enfants, ils en ont depuis 1-2 ans. Donc les miens ont 8, tu vois, le premier. Ouais. Donc j'étais décalé de ouf par rapport à mon milieu affectif, quoi. Ouais. Et moi, je suis très pote. Et du coup, là, c'était vraiment... voilà, genre ça... On s'est déconnecté parce qu'ils comprenaient plus trop ce que je vivais. Moi, j'avais du mal à partager ce que je vivais. J'essayais, mais je sentais que ça résonnait pas trop en eux. Enfin, tu vois, ils étaient plutôt... Parce qu'aussi, il n'y a pas ces modèles, justement, de... qu'est-ce que c'est la vie de père? Enfin, tu vois, c'est vraiment... Je sais pas si c'est franco-français, mais en tout cas, les enfants, ils sont mis à part de la société, en fait. Enfin, tu vois, t'arrives dans un resto avec une poussette, t'es pas le bienvenu... Moi, c'était vraiment une blague classique avant, c'est dans les trains, les petits, ils font chier, nanana. Enfin, tu vois, on n'aime pas les enfants. Enfin, c'est comme si, en tout cas, ils faisaient pas partie de cette vie. Donc, dès que tu deviens parent, il y a les gags de Florence Foresti. Tu vois, je pense qu'elle a aidé à dédramatiser des trucs, mais en même temps, elle a aussi créé. Enfin, moi, à un moment, j'ai l'impression qu'elle créait ce truc de, ils nous cassent les boules, les parents, tu vois. Et en plus, c'est ça, c'est que je voulais rester cool, donc je voulais pas être le parent qui fait que parler de ses enfants, tu vois. Et puis en vrai, j'avais des collègues qui, pour le coup, ils te racontent des trucs sur leurs gamins, c'est pas passionnant. Mais t'as plein de trucs passionnants à raconter en tant que parent. Et là, je le vois dans mes potes. Je suis un peu jaloux d'ailleurs d'eux parce que eux, je sais pas pourquoi ils ont trouvé le truc d'arriver à partager ce qu'ils vivent. Parce qu'on est encore la moitié de la bande qui en a pas, quoi. Tu vois. Et moi, j'étais dans un truc, je veux pas les saouler avec mes histoires de gamins, de darons. et en fait, là, tu vois, ils nous partagent trop de trucs sympas et nous, on est trop contents en fait de recevoir ça. Donc c'est cool en fait de partager sur sa paternité. C'est un vrai truc dont Tristan Champion me parlait. Je sais pas si tu as écouté cet épisode de podcast où il racontait son congé paternité en Norvège. Et il racontait qu'en fait, là-bas, tu es obligé de prendre au moins 3 mois. Et donc, toute la société est organisée parce que tu te retrouves je vous mettrai le lien dans les notes parce que ça vaut vraiment la peine d'aller écouter. Tu te retrouves avec un bébé, vraiment un bébé de 3 mois dont il faut t'occuper. Et en fait, de ce fait-là, tu te retrouves avec d'autres darons dans des crèches, dans des machins. Et en fait, il disait au départ, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, c'est pas mon endroit, moi, en tant que mec. Et puis, c'est pas très masculin, tu vois, de parler de couches et de parler d'histoire de nourrissons, pour le coup, tu vois, où les pères après finissent par se retrouver autour du sport, autour des activités, etc. Et je trouvais ça hyper important et hyper intéressant qui raconte aussi les partages qu'il peut y avoir entre pères, tu vois, autour de la vie de nourrisson, quoi. Parce qu'en fait, ça démarre là, quoi. Ça démarre dès le plus jeune âge, quoi. J'ai un pote là, il a eu un enfant il est en Angleterre. Je crois qu'il y a des trucs qui se font plus en groupe de parents, en préparation à l'accouchement, et puis voilà. Et ils avaient un groupe de tous les parents WhatsApp, tu vois. Et après, il s'est créé un groupe des meufs, des mamans, parce qu'elles partageaient peut-être des trucs intimes, je sais pas. Et il me dit putain, moi je suis dégoûté, le truc des pères, il vit pas, quoi. Et ouais, il y a peut-être un malaise là-dessus. Parce que pour le coup, ça avait l'air bien engagé au début, tu vois. Enfin, genre vraiment, les pères participaient au truc. Moi, j'avoue, c'était une blague, la préparation à l'accouchement.
Genre, donc je me suis j'avais envie de bon élève, tu vois, j'avais envie de m'impliquer, et puis je chantais. Enfin voilà, c'était un désir d'enfant que j'avais. Enfin donc, je vais jouer le truc au max, et du coup, ma copine a proposé de faire du chant prénatal, voilà, dans les activités. Elle me dit, tu veux participer? Je dis, bah ouais, je suis chaud. Enfin voilà, entre midi et 2, donc tu vois, tu sors vite d'un rendez-vous, tu bouffes un sandwich à l'arrache, voilà. Et puis, ok, on arrive pendant 1 heure, et t'arrives dans une salle où il y a que des nanas enceintes. Et toi, tu vois, t'étais le seul mec. Ouais. Et puis, c'était quand même des trucs du genre. Allez, on va faire des sons graves parce que ça va envoyer des ondes à votre bébé, tu vois. Et donc, t'étais là, genre, oh, et tu mets la main sur le ventre et tu sens le bébé. Et toi, tu fous ta main sur ton ventre, tu vois. Mais genre, t'as pas du tout de. Ouais. Et là, c'est un truc que j'ai compris après. C'est, j'ai pas su bien trouver ma place non plus, quoi. Bon, déjà, c'était un peu déstabilisant d'être dans un univers qui semblait très féminin par la petite diffuseur. Mais ça, c'est con. Je déteste ça aussi. Hein. Enfin, tu vois, je te par quoi dire qu'il y a des univers masculins, tu vois. Dès qu'il y aurait un truc un peu de, on prend soin de soi, ce serait féminin. Enfin, mais quelle horreur, tu vois. Genre, mais n'empêche que ça vient un peu en moi à un moment. Ouais. Alors que moi aujourd'hui, je travaille dans le yoga. Là, tu vois, la semaine dernière, je suis allé faire un cours de poterie. Et j'étais pareil, j'étais le seul gars avec 6 nanas. Enfin, tu vois. Et donc, ça m'arrive très souvent d'être dans des trucs où c'est beaucoup de filles, enfin de femmes autour. C'est plutôt, il y a quand même un truc, tu vois. J'arrive et je le note, tu vois. Donc c'est qu'il se passe un truc, c'est que c'est dissonant. Enfin, tu vois, que c'est pas naturel 200%. Mais je suis à l'aise de ouf. Qui le note? Les autres femmes le notent? Non, moi. Toi, tu le notes. En tout cas, moi, je sens que je le note. Ouais. Et du coup, je vais chercher dans le regard des autres femmes. Est-ce qu'elles le notent aussi? Et du coup, j'essaye de pas être un harceleur. Enfin, tu vois, ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, je me mets une presse, tu vois, voilà. Mais voilà, mais comme tu dis, quoi. C'est peut-être. Alors moi, j'ai pas trop une bande de potes comme ça, tu vois, genre absolument le sport, là, tu vois, les gros muscles et tout, quoi. Mais il y a un truc quand même, ouais, où tout d'un coup tu rentres dans un univers plus féminin du fait de cette grossesse. Et moi, j'ai pas trop su trouver ma place parce que là, tu vois, j'ai pas réussi à me dire. En vrai, c'est pas mon gros délire, tu vois. Je préférerais qu'on fasse une autre activité en préparation qui me convienne mieux à moi. Et puis, comme je sentais aussi, il y a un vrai gros délire sur le rôle du père dans l'accompagnement de la maman qui est en train de vivre un truc de ouf. Ouais. Et moi, j'avais l'impression d'être toujours un peu à côté. Ouais, à côté, genre dans le sens où à côté dans ce que je lui propose. Enfin, tu vois, de pas être assez cool pour elle et en même temps pas non plus très cool pour moi, quoi. Et parce que, alors, je vais te prendre des exemples concrets, mais rien que la fatigue. Donc, ma femme, elle a eu 2 grossesses où à chaque fois c'était physique, quoi, pour elle, et c'était pas du tout du kiff. Enfin, voilà, beaucoup de fatigue, donc les tâches ménagères à faire en plus. J'essayais de la mettre bien, quoi, entre guillemets. Tu vois, je faisais les trucs, mais tu kiffes pas de ouf. Enfin, tu vois, genre, même c'est un peu chiant, mais tu vas surtout pas te plaindre parce qu'elle vit l'enfer, tu vois. Donc, ouais, c'est comme dans des grands combats, tu vois, genre, tu te dis, je veux pas faire le ouin-ouin, tu vois, de blanc qui a ses petits problèmes de blanc, alors que, tu vois, les gens qui sont racisés, ils vont prendre des challenges de ouf. Bah là, c'était un peu pareil, tu vois. La ramène pas avec tes petits problèmes, parce qu'elle, elle est en train de vivre un truc, tu vois, qui est massif. Ça t'empêche pas individuellement d'avoir le droit à de l'attendre, enfin, d'exprimer des trucs, quoi. D'exprimer des trucs. It's true. La culpabilité de l'homme blanc. Si seulement. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, ouais. Ou c'est peut-être les espaces, tu vois, qui étaient pas là pour moi. Ouais. Il y a pas beaucoup de lieux d'expression pour les mecs, d'une manière générale. Et de lieux d'expression. Alors, moi, je vous invite à venir sur mon Discord, hein, parce que on parle régulièrement, on parle entre pairs, on parle, et puis bien sûr, il y a des nanas aussi. Mais en fait, c'est très marrant parce que c'est un vrai truc que je retrouve chez pas mal de mecs qui viennent raconter un peu leurs problèmes et enfin, tu vois, ils ont des soucis de couple, ils ont des soucis pour trouver leur place de père et tout. Et en fait, ils viennent systématiquement en s'excusant d'exister, en fait. Et moi, je leur dis non, mais en fait, si tu viens là pour raconter ton truc, viens pas t'excuser d'exister, parce que c'est pas parce que t'es effectivement peut-être un mec blanc de 30 ans, hétéro, tout ce que tu veux, et que t'as toutes les cartes, que en fait ta vie pour autant elle est simple, quoi, tu vois. Donc ouais, il y a un vrai truc, hein.
chez les mecs de 35-40 balais qui ont peur de venir raconter. Parce qu'en plus, c'est très compliqué. Je trouve qu'il y a un vrai truc où on incite les mecs à s'ouvrir à leurs émotions, etc. Et c'est un chemin qui est compliqué à faire dans ce putain de patriarcat. Et une fois que tu le fais, en fait, ça t'ouvre des portes que jusque-là, peut-être t'avais préféré refermer, mais pour des bonnes raisons, en fait. Parce que c'est dur de prendre les émotions dans la gueule. Et en fait, une fois que tu l'ouvres, c'est très compliqué parce que ça t'ouvre à des émotions où il n'y a pas de réceptacle. Il y a zéro réceptacle. C'est très compliqué pour des mecs de venir parler de leurs émotions. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien de mon Discord. Vous pouvez venir raconter votre vie et venir, comme tu dis, faire ouin-ouin. Pour le coup, parce que pour le coup, je trouve que c'est hyper important de venir parler quoi, de tout ça. C'est bien beau de le ressentir et de s'y ouvrir, mais... Et puis de dire... je suis pas tout seul. Il n'y avait pas des lieux pour dire des choses. Ouais, mais si tu t'autorises pas à dire des choses, du coup, les lieux, ils servent à rien. Enfin, exactement. Donc, ouais, mais c'est... tu vois, quand tu le dis, ça tombe sous le sens, mais j'ai encore ces freins, tu vois, je m'en rends compte là. C'est pas facile. C'est Ouais. très très compliqué. Et du coup, moi, c'est vrai que dès que mes potes ont commencé à être enceintes, voilà, j'entends. tu vois, direct, tu vois, c'est genre, tu veux qu'on parle de trucs? J'étais chaud, quoi, parce que, et si tu veux, voilà, et du coup, je leur ai balancé Histoire de Daron, bien sûr, et ça marche de ouf. Hein. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais non, je m'en rends pas compte. Ouais, mais c'est cool. C'est incroyable ce que tu proposes. C'est le podcast que j'aurais aimé entendre quand j'étais moi-même en train d'attendre. Ma première fille, donc ça fait plaisir. Mais on n'a pas parlé, tu sais, de l'annonce de la grossesse. Toi qui parlais d'avoir envie d'enfant et tout, et qui m'est bien partagé les émotions, comment t'as vécu ce moment? Alors là, vous le voyez pas, mais Jonathan est parti loin. Ouais. J'ai non mais parce que là ce qui me revient c'est un peu de douleur parce que la première grossesse c'est une fausse couche. Okay. Et donc ça me replonge là-dedans là. Et donc voilà. Et on peut en parler. Hein. Oui, j'aimerais bien. Enfin, on verra. Et du coup. C'était ouf, enfin tu vois, c'était non, mais c'est aussi ça. En fait, j'apprends au téléphone parce que à ce moment-là, je vis en Inde et ma femme est rentrée en France. On a décidé qu'en gros, on attendrait le retour en France pour lancer la machine. Et tu vois, genre c'est une des semaines avant qu'elle parte qu'on arrête la contraception et que ça se met en route. Et en fait, tu vois, pendant qu'elle est déjà rentrée, elle apprend qu'elle est enceinte et voilà. Mais en fait, c'est le jour où j'apprends le décès de mon grand-père aussi. Donc, du coup, il y a un mix d'émotions de ouf. Wow. Et je suis tout seul en Inde avec un réseau social qui marche bien. J'adore les gens que j'ai rencontrés là-bas. Mais on n'est pas dans le sensible, j'ai l'impression, quand j'y repense là. Mais d'ailleurs, en fait, quand j'y repense aussi, donc cette grossesse finira en fausse couche, la première, et je l'annonce à mes potes alors qu'on est dans un week-end en Thaïlande venu pour se mettre une timbale quoi et je le dis tu vois genre à la soirée après le 5e verre de bière, enfin tu vois le truc que je déteste aujourd'hui, mais je me rends compte que j'étais encore dans ce niveau-là de ma gestion des émotions et de la capacité à mettre des mots quoi. Et du coup, la parole des mecs se libère toujours mieux avec quelques pintes dans la gueule, effectivement. Ouais, mais ça, je déteste cette idée, quoi. Là, moi, j'en veux à mes potes maintenant quand je suis obligé de les faire boire pour qu'ils puissent me dire des trucs. Parce que tu les fais boire. Non, c'est pas l'intention, pardon. non, mais j'ai un truc de. Ça va, on est grand maintenant, les gars. Tu vois, genre, on a 30 ans. Tu vois, on peut un petit peu être adulte et mettre des mots sur les choses, quoi. Et savoir se dire des trucs parce que c'est nécessaire dans les relations humaines quoi. Mais c'est cool qu'entre potes tu vois que tu tires un peu tes potes vers le haut et que pour moi ça j'essaye de me dire que c'est pas vers le haut parce que chacun fait ce qu'il veut et tu vois il y a pas en fait vers le haut vers qui ils sont quoi tu vois d'aller un peu plus vers oui je comprends ce que tu veux dire. C'est ma oui j'ai partage le même j'ai pigé. Et donc du coup dans ma vie je suis encore un peu aussi dans un truc de peut-être que je capte moins ce qui se passe chez moi et surtout je sais pas bien le partager donc voilà mais une envie donc la première grossesse arrive et une envie folle de le partager, du coup on décide de le dire à tout le monde avant les 3 mois, enfin tu vois on se dit mais c'est quoi ces règles là voilà. Et c'était une très bonne chose parce que en fait j'ai aimé aussi pouvoir parler enfin tu vois même si j'avais pas les mots et je savais pas le faire, enfin tu vois je sais pas trop ce que ça me faisait,
mais de devoir annoncer que c'était une fausse couche, en fait, c'était autant d'opportunités de laisser des gens aussi m'exprimer leur soutien et tout. Et je me dis, putain, si j'avais pas dit on est enceinte, puis ah bah en fait il est mort, ça aurait été encore plus isolé, quoi. Donc moi je suis plutôt team non mais vous avez bien raison. Enfin je trouve il y a le fait que ce soit un tabou, ça prouve bien qu'en fait à un moment donné les gens ils ont choisi cette fameuse règle des 3 mois pas par hasard, quoi, tu vois. C'est pour cacher le plus possible et effectivement montrer le moins d'émotions possible, quoi, à la fois de la joie et potentiellement après de la déception, quoi. Ok. Et après, c'est plus tu le dis, plus tu projettes. Enfin, plus je l'ai dit, plus j'ai projeté. Tu vois, on était déjà dans des choix de prénoms. On était, enfin voilà, avec les parents, il s'est passé plein de trucs sur le côté familial à ce moment-là. Et voilà, on avait emmené tout le monde là-dedans. On était vraiment dans ce projet. Du coup, la marche elle est d'autant plus haute, quoi. Mais yes, ça fait du bien de me replonger. Vas-y. C'était fou. Et voilà, contrebalancé assez rapidement par ok, mais là, déjà, il y a un gap qui se crée avec ma meuf. Elle s'est mise dedans, moi pas trop. Ça reste dans 9 mois, on a le temps, quoi. Et donc, c'est rigolo, quoi. Il y a beaucoup de choses. Comment se passe l'accouchement de ton premier fils ? On a du coup fait les parents bobos et on a, tu vois, fait de chant prénatal, écrit un projet de naissance, trouvé une mater, a mis des bébés, et, voilà, envie de le faire en mode accouchement physio, sans. Donc ma femme fait le choix de le faire sans péridurale, si possible. Voilà, il y a le petit truc de la dernière semaine, il est bon celui-là aussi, là, tu vois, mon enfant arrive l'accouchement arrive à J+6 là, et donc du coup voilà, on l'attend, tu commences déjà à l'attendre à J-2 semaines. T'as tous tes collègues qui disent ah t'es toujours là, bah ouais, à ton avis, si je suis toujours là, si je suis là ce matin, c'est que je suis pas à la mater. Et espèce de truc de bah oui, je l'attends à fond, et du coup ma vie tourne autour de ça. Chaque fois que je prends la voiture le matin, voilà, je sais que à tout moment je peux, voilà, on a préparé le sac, et il y a vraiment en fait c'est le centre de tout. Maintenant faut que ça arrive, quoi, parce qu'on s'empêche de faire des trucs parce que justement on sait que ça peut arriver à tout moment, voilà. Donc là, on s'embarque pour la mater, et enfin non, c'est au milieu de la nuit, petit coup de coude, j'ai perdu les os, ok. Et là, je me suis vraiment mis en mode, je vais préparer un sandwich. Ok. C'était le conseil qu'un pote m'avait donné, parce que j'avais peu parlé j'avais un seul pote qui avait déjà eu des enfants. Il m'avait dit, je te donne un conseil pour l'accouchement, c'est prépare à bouffer, parce que ça va durer longtemps, et du coup, faut que tu aies à manger, quoi. Et puis du coup, en fait, j'avais aussi pris des trucs pour ma femme, et ça a été cool. Elle a pu elle s'est autorisée à manger. Cette espèce de croyance de tiens, faut surtout pas manger au cas de machin. Voilà, et ça lui fait du bien. Et du coup, donc là, voilà, ça y est, c'est le jour J. Mes parents m'ont souvent raconté la route de ma naissance. Je suis né un 1er janvier, et jour de neige apparemment à Paris. Et donc du coup, ça avait l'air d'être une ambiance un peu magique, quoi. Et du coup, j'étais vachement dans... attends, ils m'ont tellement raconté, ça a dû être super important pour eux. Donc là, ça y est, c'est le jour J. Je vais vivre un truc qui va apparemment être ultra important pour moi. Et du coup, voilà, j'étais un peu aux aguets sur chaque chose qui pourrait se passer à ce moment-là. Donc on fait la route, et c'est vrai que c'est là quand on repasse dans l'île à Porte de Paris là, avec les petits pavés, et tu vois, je savais que ça faisait un peu douiller dans la voiture, quoi, dans notre vieille Clio là. Et du coup voilà, maintenant que je repasse dans cette route, j'ai quand même cette petite pensée, mais ça reste pas le moment le plus tu vois, incroyable. Mais même chacun vit son expérience, mais j'ai pas la sensation que le jour de sa naissance ça a été le plus beau jour de ma vie. Je me suis mis la presse pendant longtemps, tu vois, de me dire putain, faudra que je lui dise ça le jour où il me le demandera, enfin tu vois, pour lui dire t'as été, voilà, ou en tout cas comme si c'était un devoir en tant que père, si on te dit tiens, ça c'est quoi le plus beau jour de ta vie, tu dois parler de tes enfants bien sûr, et du jour de leur naissance, parce que mais donc du coup on se fait une version longue de l'accouchement. Nous on a pris tu vois, le director's cut, quoi, avec un petit 20 heures, je pense. On a fait de la nuit jusqu'à la nuit suivante, quoi. Et du coup, plus ça avance, plus on voit que ça va pas être l'accouchement dont elle a rêvé.
Voilà. Par contre, je trouve ma place, elle me laisse ma place de ouf. On a été briefé par c'était hardcore, la première préparation à l'accouchement qu'on a, c'est une sage-femme assez féministe, je pense, en libéral, là, et qui... je pense qu'elle aimait pas trop les pères, tu vois. En même temps, voilà, mais tu vois, elle nous avait fait venir un samedi matin à 9h. Toi, t'arrives, t'as fait une soirée la veille, t'es d'équerre. Tu vois que les autres papas, c'est un peu pareil. On est un peu tous déjà dans le pâté, mais aussi un peu genre à se jauger, quoi. Et elle m'est pas du tout à l'aise on est un groupe de 10 pères, en plus, c'est beaucoup, quoi. Et en même temps, moi, je m'étais dit, j'étais dans un moment où je m'étais dit, cool, les enfants, c'est un moyen social aussi, de rencontrer des gens. Et donc on est bien d'accord que c'est une réunion entre pairs. Entre pairs uniquement, elle avait organisé ça. Il n'y en avait qu'une de préparation à l'accouchement, avec son modèle. Ouais. Et c'était genre 2 heures intensives de tout ce que vous devez savoir, mais genre c'était des trucs très physio. Moi je suis un peu prince, tu vois, genre les filles ça fait pas caca. Et donc du coup, qu'on parle de son... ouais, je sais pas, mais de son périnée, d'épisio, j'étais un peu gêné, je pense. Ça m'a vachement décomplexé l'accouchement. Bah oui. Ça fait du bien à notre couple aussi de ce point de vue-là. Bah oui. Mais du coup, elle a fait 2 heures intenses là-dessus. Genre, ok, si l'enfant arrive sur l'autoroute, vous mettez votre femme allongée, vous attrapez la tête, vous tournez d'un quart de tour et tout. T'es là genre, what? Va peut-être falloir que je fasse. C'est mort. Tu vois, et nous surresponsabiliser, un truc trop chelou, quoi. Alors c'est hyper intéressant à savoir, mais c'est un poil beaucoup, non? Ouais. Et en même temps, du coup, elle vous avait aussi dit, vous avez un rôle à jouer, tu vois. Oui. Et du coup, je me suis autorisé à jouer un rôle pendant l'accouchement. Et il y avait 2-3 trucs qu'elle m'a dit. Un, c'était, en fait, vous devez, prendre votre place dans la salle. Et s'il y a, et spoiler alert, du coup, ça finit en césarienne. Imposez-vous, parce qu'une césarienne, c'est 2 minutes entre le moment où on dit césarienne et le moment où le bébé est dehors. Donc imposez-vous, demandez à suivre, demandez à être là, demandez à couper le cordon, même si il est déjà sorti du ventre et tout. Et ça m'a empuissancé, je sais pas comment on dit, mais ça m'a permis de pouvoir jouer ce rôle. Et elle m'avait dit, voilà, faut imaginer que votre femme, elle va faire un marathon et que vous êtes des supporters, quoi. Et du coup, j'ai capté, tu vois, ce rôle, je le voyais bien. Et donc, j'étais en mode best fan, quoi, tu vois. Donc, okay. Allez, vas-y, go, tu peux le faire et tout. Voilà, mais en étant doux sur le côté, parce que c'est long, c'est douloureux et tout. Mais genre, si tu veux arrêter, c'est ok, mais tu vas passer une péridurale et tout. Et en même temps, allez, vas-y, voilà, bien joué, celui-là, il est fini de contraction, de cycle de contraction et tout. Donc voilà. Mais c'était vraiment sportif dans ce sens-là où j'étais tout le temps à 2. Du coup, le sandwich, il a fait du bien. et j'étais présent dans la salle tout le temps et je trouvais ma place. Elle me l'a laissé. Voilà, je la remerciais. Tu vois, j'aimais assez aussi de ce truc où elle a vraiment voulu que ce soit un truc d'équipe. Et du coup, j'ai pu faire ce truc. Et du coup, des fois, je suis un peu surpris de les 3 autres potes qui ont eu des enfants là. Chaque fois, ils me disent, de toute façon, c'est la classique. Toi, t'es dehors, tu sais pas trop quoi faire, tu tiens la main comme un con, mais t'as pas vraiment ton rôle. Pour la préparation du 2e accouchement, donc de Camille, on est passé par une pote cette fois-là, cette sage-femme, qui elle est vraiment dans un accompagnement ultra physio, quasi à la maison et tout, voilà. Et elle nous avait donné, alors j'ai oublié certains, mais elle nous avait dit, voilà, le père, il a 3 rôles, tu sais, une espèce de truc avec des images. Il est le phare. Donc tu donnes un cap et tu lui rappelles que en fait on est en train de faire un bébé là, et du coup ça donne de l'espoir, du courage, et du coup t'es présent, t'es stable un peu, dans la tempête, tu sais qu'il y a un point fixe et tout, et donc sois là à côté, quoi, pour déjà incarner ça. Et je l'ai ressenti de ouf, tu vois. Déjà dans le premier ça m'avait parlé, mais dans le deuxième, du coup tu fais rien soi-disant, tu vois, mais quand tes potes quand mes potes me disent j'ai rien fait, j'espère qu'ils se rendent quand même compte qu'il y avait ce truc, quoi, si en fait être à côté d'elle, tu vois, t'as un repère aussi. Voilà. Mais on est tellement éduqué à être dans l'action, justement, en tant que mec, que le simple fait d'être à côté, d'être spectateur, et même si t'es spectateur actif entre guillemets comme tu racontes, t'as pas l'impression d'être dans l'action, quoi. Yes. Pardon, je t'ai coupé, tu disais. Non, et le deuxième rôle, le protecteur, j'ai gardé, tu vois, genre en fait tu fais filtre avec le team soignant là. Et moi, ma femme est médecin, donc elle m'avait un peu aussi appris à dire voilà les équipes, comment marche l'hôpital,
Parce que moi, je suis un peu impressionné par le milieu hospitalier. C'est pas un truc que j'ai beaucoup pratiqué, et du coup, je veux pas gêner, tu vois. Enfin voilà, c'est des pros, les mecs, ils ont des blues et tout, tu vois. Et là, c'est plutôt l'inverse, genre non, en fait, nous, on n'est pas des, tu vois, on n'est pas leur chose. Enfin. Je veux surtout pas le prendre, genre ils sont à notre service. Ouais. Mais par contre, il y a des trucs, on a le droit de dire c'est pas ok, quoi. Le mec est arrivé pour faire donc il y a eu péridurale puis césarienne. Et le mec est arrivé pour faire la péridurale. Il dit bon, monsieur, il va sortir. Je dis alors déjà, monsieur, on peut lui parler directement. Enfin, tu vois, et je me suis bam, tu vois, alors que c'est un anesthésiste, tu dis ouais, tu vois, c'est quand même tu peux le mettre dans un rôle, voilà. Mais ouais, non, franchement, allez-y, quoi, prenez le. parce que je lui ai dit, bah, en fait, je crois que je suis à l'aise, donc je vais rester, ça me va, quoi. Et puis, elle a insisté aussi pour me dire, non, j'aimerais bien qu'il reste, mon mari, voilà. Bon, bah, d'accord, mais bon, vous mettez de ce côté, parce que bon, je les connais, les gars, ils vont tous se tourner de là, et tu vois, et tu te dis, putain, mais c'est nul, quoi, tu vois, d'être toujours dans ces clichés, quoi. Le gars, il est, ouais, en fait, il est voué à quoi? Il est voué à attendre comme un con de l'autre côté de la porte, se faire serrer la main, et puis c'est toute la représentation des films, quoi, tu vois. Moi, j'ai découvert ça aussi, quoi, que rien que faire accoucher une femme allongée, a priori, c'est plutôt pour les médecins, enfin, tu vois, c'est, voilà, le truc de hurler, en fait, c'est un truc qui dure que 20 minutes à la fin, ou 15 minutes sur 10 heures d'accouchement, donc, tu vois, alors que c'est vrai que tu demandes à quelqu'un, je pense, comment tu te représentes un accouchement, les images, enfin, nos représentations sont vraiment bien sûr niquées, quoi. Je finis avec Arthur contre moi en peau à peau, et sans Virginie qui elle a subi une péridurale, et du coup une césarienne. Ouais, carrément, excuse-moi. Et ouais, et du coup c'est magique, quoi. C'est ouf, complètement comme un con T'attends là, tu vois comment je le porte, même le truc, tu vois. Moi, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas eu de petits cousins, pas fait de babysitting, donc pas très bébé, quoi, de base. Et là, t'as une petite boule là qui est un peu démembrée, enfin, genre voilà, qui est et contre moi, quoi. C'était ouf. Et tout d'un coup, un sentiment de ça va le faire. Ça va le faire parce que c'est de la balle là, ce qui est en train de se passer, quoi. Du coup, ouais, ok, on va pas se prendre la tête sur est-ce que je fais. Enfin voilà, il y a un truc de bien faire ou pas là, pour le coup, non, quoi. Juste là, c'était du présent à l'état pur, quoi. Je suis dans un petit coin d'une salle qui sont en train de nettoyer parce que ce jour-là c'est pleine lune, il y a Bérésina, genre il y a c'est accouchement sur accouchement. Ils m'ont quasi oublié, mais je suis là et je biche, quoi. Je suis avec mon petit là. Et alors je m'inquiète quand même pour ma femme, mais c'est tout, quoi. Et voilà. Et puis bon, en plus il était un peu, enfin voilà, je pense qu'il était fatigué de ce qu'il venait de vivre, et du coup il était en boule sur moi, tranquillou. Donc il n'y avait pas le truc, ça fait chier, faut lui donner à manger, faut nini, quoi. Et du coup ça a été vachement apaisé comme premier moment, et très cool, ouais, très très cool. Après, la suite, c'était chaud parce que, pour le coup, elle était crevée. Ils nous ont pas accompagnés parce qu'ils étaient dans le jus. À tel point qu'il y a un moment où, enfin, tu vois, au bout de 3 heures, on était dans une salle, ça bipait de partout. Enfin, elle, c'était vraiment une expérience très traumatique. Elle a dû, tu vois, faire de la psy là-dessus, et en préparation au deuxième accouchement. Du coup, ça, c'est cool aussi. C'est pas hésiter à refaire une autre préparation, même si on sait déjà, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs à digérer. Et il y avait des trucs à digérer, genre 2 ans plus tard. Enfin, voilà, c'était du lourd. Et donc du coup ouais, pour elle c'était pas du tout la même histoire, quoi. Et voilà, mais on s'est retrouvés, ouais. Du coup je me suis retrouvé à devoir aller gueuler, quoi. En fait j'ai pris le lit. On était dans la salle post-accouchement, j'ai pris le lit, je dis bon, maintenant je vais aller dans la chambre, justement, je sais le pousser, le truc, quoi, parce que de toute façon vous venez pas, nous on est en galère, il y a des trucs qui bipent partout, voilà. Et du coup ils se sont tous excités, enfin là, et on a eu le droit d'aller dans une chambre, poser et dormir, en fait, juste. Là, t'as joué ton rôle de père, quoi. Bah ouais, mais ouais. C'est cool, hein. Yes. Tu me parlais de colère tout à l'heure aussi. Ah, ça c'est un truc de ouf. Et on va se poser 2 secondes pour redescendre. J'étais dans la joie là. Et Arthur naît, il fait pas ses nuits pendant 1 an. Du coup, il y a le grosse fatigue qui s'installe. Tu vois, 4 premiers mois, je suis dans un mode mais la fête, je la faisais déjà avant. Tu vois, faire des petites nuits de 5 heures, ça va. Ouais. Sauf qu'en fait, t'as plus les week-ends pour rattraper les grasses maths. Et la fatigue s'installe de plus en plus. Et ouais, c'était physique, quoi. Vraiment, voilà. Puis pareil, en fait, le truc de... En fait,
en tant que papa, c'est le truc qui m'a beaucoup marqué, la fatigue que je pouvais ressentir et qui était vraiment exceptionnelle. Mais du coup, c'est le truc dont les gens m'ont beaucoup parlé parce que je pense que c'est ce qu'ils ont aussi vécu, ça a été un truc pour eux. Et c'est la question, c'est alors il fait ses nuits, tu vois. Et, bah non, en fait, ça fait 2 semaines et j'en chie et du coup, ça me saoule que tu m'en parles en fait. Alors qu'en fait, en vrai, ça pourrait être une perche tendue et que je puisse me plaindre et du coup, ça me ferait du bien d'en parler. Mais sur le coup, c'était plutôt un challenge. Je fais toujours pas ses nuits, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le. Et en plus, il y a un peu de culpabilité derrière qui fait que. Ouais. Non. En tout cas, il se met en place un truc assez rapidement. Tu vois, les 3-4 premiers mois, on se dit, on est dans le timing classique. 6, 7, 8, non, là, on a fait un truc mal parce qu'on n'est plus dans la norme. Et donc là, se questionner vachement sur non mais en fait on aurait dû le laisser pleurer plus dès le début, c'est trop habitué, tu vois. Voilà. Moi j'ai un truc de super papa, enfin tu vois, genre comme je te le racontais là, moi c'est un truc que je kiffe vivre et du coup je vis ce truc où je m'étais dit gamin, enfin à un moment tiens j'ai envie de vivre cette aventure, bah là je vis cette aventure et donc je la vis à 3000 et notamment tu vois la nuit quand il pleure c'est moi qui me réveille en premier généralement. Et c'est impossible pour moi de les laisser pleurer, enfin tu vois, voilà. Et il y a un truc de culpabilité de ça, en fait je devrais le laisser pleurer parce que je crois que c'est ce qui lui apprendra à se rendormir. J'ai cru lire dans des bouquins et en fait là j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, donc voilà. Et je vais arriver à la colère, donc dans cette fatigue qui s'est installée et en plus dans ces pleurs là. Putain, j'ai vraiment des fois où je le secoue, mais je le secoue et vraiment c'est compliqué d'en parler parce que j'en ai parlé à ma femme que j'allais faire ton podcast là. Elle me dit mollo parce que je lui dis non mais faut que je parle de ce truc de colère là elle me dit mollo parce que tu vois genre des gens peuvent te retrouver, c'est de la maltraitance et tu vas finir en tôle quoi, tu vois. Et j'ai vu ça en moi, tu vois, de honte de ouf ouais, je l'ai fait en fait, tu vois, j'ai pris mon gamin, je l'ai posé dans son lit et j'ai mis un oreiller sur sa tête tellement je pouvais plus entendre ses cris quoi. Et alors j'ai pas appuyé, je l'ai pas étouffé mais tu vois, j'ai toujours tout de suite besoin de raconter que non mais je suis un bon papa, je te jure mais parce que je sens que j'étais un mauvais père de faire ça quoi. Et c'est ouf quoi d'avoir pu balancer son gamin parce que tu vois du coup j'ai jamais foutu une claque à mes gamins encore. J'ai pas trop envie de le faire si je peux et du coup j'ai très peur de cette violence qui s'exprime tu vois voilà, mais du coup c'était des violences détournées de tu vois je le secoue quand il voilà je m'énerve et du coup j'ai des mouvements brusques et des fois j'ai pu le balancer dans son lit tu vois et du coup plus ça monte, plus je me dis putain mais je fais de la merde et plus je me vois faire de la merde, plus ça m'agace sur moi-même et c'est tu vois une boucle de fou. Il y a un truc qui s'arrête pas parce que l'autre en face il crie de plus en plus forcément, le pauvre, enfin tu vois, il se fait violenter par son père, tu vois, ça doit être infernal quoi. Et donc je vois que je suis en train de générer un truc horrible voilà, et du coup c'est ouf quoi. Enfin c'est trop et je sais pas m'extraire de ça quoi. Et en plus j'ai fait de la psy, c'est comme ça que je suis allé voir une psy pour la première fois en fait. Okay. De ce fait en fait, il va falloir que je fasse un truc sur ces colères-là. Ici, le Fab du montage. Alors, comme vous le constaterez, je n'ai pas réagi comme j'aurais dû réagir sur le moment à chaud pendant l'interview. Et après coup, j'ai envoyé un message à Jonathan pour lui parler justement de ce moment et de lui dire que ça serait sans doute intéressant d'avoir un point de vue complémentaire, d'autant plus que lui m'a dit qu'ils avaient eu une discussion avec sa femme suite à l'interview. Et donc, je vous laisse en compagnie du message vocal de Jonathan. Et après, on repart directement dans le feu de l'interview. Ouais, salut Fabrice, c'est Jonathan. Désolé, j'ai mis un peu de temps à te répondre. Sans doute la honte, on va se le dire. Je suis quand même pas du tout fier de ce que je t'ai livré sur les violences vis-à-vis de mes enfants, les gestes violents et de colère. C'est pas ok en soi, et du coup le partager, si je le fais, c'est vraiment pour essayer de montrer un aspect vu de l'intérieur, quelqu'un en chemin.
Puis peut-être, je vais pas initier des clés ou essayer d'en trouver. Et d'ailleurs, en parlant de clés, j'ai remarqué que j'avais complètement oublié de te parler du truc le plus important sur le sujet. Ou en tout cas pour moi, qui est de dire, il y a eu un temps d'après aussi, et qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un accès, il n'y en a pas eu des milliers, mais même des fois quand je pète un câble, enfin ou je crie trop fort tout simplement dans la maison, je m'en excuse après coup. Et je pense que c'est important. Donc voilà, débriefer, expliquer ce qui s'est passé, expliquer que c'est pas ok. Voilà, m'excuser et puis laisser aussi la place aux enfants de réagir, quoi, d'exprimer leur point de vue. Et voilà. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est une forme des trucs que j'ai trouvé et qui, je pense, est un minimum au moins. Si pas sur le moment, au moins arriver à trouver des trucs après pour attraper un poil le coup. Voilà. Je te remercie encore pour l'expérience, c'était top. Et puis, je te souhaite. Toi, tu dis une bonne vie, c'est ça ? Bon, allez, à plus tard, ciao. Donc, on essaie de mettre en place des trucs avec ma femme. Elle était beaucoup dans quand même. Non, mais tu peux pas faire ça, t'as mal. Elle avait peur. Bah oui. Je faisais peur. Oui, j'allais te demander comment elle vivait ça. Je fais 1m95, je suis pas très baraqué, mais voilà, impressionnant quand même. Et du coup, je pense qu'elle avait un truc aussi. Elle a dû avoir peur de son père des fois ou de son grand-père, je sais pas quoi, mais elle a toujours eu cette peur de les hommes, les mecs sont des violents en puissance, quoi. Donc, elle était bien tombée avec toi. Cadeau pour guérir le truc. Je sais pas. C'est une bonne question ce que tu es en train de soulever là. Ça veut dire quoi? Tu rencontres jamais les gens que tu rencontres par hasard, je crois, mais bon. Mais ça veut dire genre du fait que je sois violent de ce point de vue-là, elle a un travail à faire. Bah oui, ça, j'imagine que ça l'a incité un peu à travailler dessus, peut-être à réparer un truc, non? Bah toi, t'as bossé dessus là. Je bosse dessus, mais ça n'avance pas. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Et là, j'en suis à un truc de. En fait, ce qu'il me faut, c'est un câlin. À ce moment-là, ce qu'il me faut, c'est de la douceur, de la douceur envers moi-même. Et ce qui fait que je monte en puissance, en pression comme ça, c'est le fait que je me donne pas de douceur et pas d'amour. Je suis, voilà, je ne m'apprécie pas je suis pas assez bon, je suis pas assez, et donc du coup, là, c'est un truc de, en fait, imagine-toi la personne qui peut, la psy, elle a eu un truc comme ça de me dire, qui c'est qui peut vous donner de l'amour, tu vois, quand je vous dis, et j'étais là et tout de suite ce qui est venu c'est putain ça devrait être ma femme et là ce qu'elle me donne c'est l'inverse, tu vois, bam, colère. Puis c'est les mamans l'amour, tu vois, mais ma maman je peux te dire qu'elle était plutôt exigeante, quoi, donc mais super, j'étais pas gâté, ouais voilà, putain c'est la faute des autres, encore de la faute des elle femmes. Dit, super. Et il me dit, vous croyez pas que ça peut être vous-même en fait C'est vrai, bien sûr que tu l'as vu venir. Excellent. Mais moi non. Excellente question. Et je suis là genre attendez, et voilà, et j'en suis là. Donc et ça fait 3 ans, j'ai l'impression de pas avancer et ça me saoule. Mais c'est long. Enfin 3 ans même plus, ça fait 8 ans. Ouais, mais bon, 5. T'as 36 ans. Ouais, voilà. T'es en train de te battre contre des siècles et des siècles et des millénaires de patriarcat. Tu crois que c'est ça, ouais? Oui. Ah, ok, ouais. Donc c'est évident. On a tous, je crois vraiment que les mecs ont de la violence dans leur gène, quoi, tu vois, qui vient de nos ancêtres, qui vient de tous les, mais tu vois, sur le transgénérationnel, quoi, tu vois, de tous nos ancêtres qui ont fait la guerre, qui sont allés sur le front, qui sont allés tuer d'autres hommes, enfin, tu vois, c'est un truc de maboule. C'est une bonne excuse quand même, tu vois, enfin. Mais je dis pas, en fait, je suis pas ok, quoi, c'est ça, c'est pas oui, ok, bien sûr. mais je suis juste en train de, c'est dur. C'est pour donner un peu la perspective que ça a, qui fait qu'en fait, quand t'es en train de te battre contre ça, t'es aussi en train de te battre contre des millénaires de violences masculines qui sont en toi, en fait, tu vois. Et autour de moi, je vois beaucoup de gens dont je sais qu'ils sont pas comme ça, tu vois. Et donc il y a de ça aussi, tu vois, où tu vois, des mecs, je veux dire, quoi, tu vois, qui vont pas, ils prennent sur eux, ils sont, tu vois. Et moi, j'ai une relation, tu vois, d'autant plus problématique. Je sais, ouais, tu vois, je me recharge la mule. Ouais, bien sûr. J'ai du mal à être tolérant. Et à chaque fois, c'est ce que je dis à ma femme, d'ailleurs. C'est genre, en fait, sache que je suis dans le mood là, mais c'est pas en me disant sois moins violent que tu vas m'aider, parce qu'en fait, c'est plutôt en me disant prends ton temps. Je sais que c'est pas facile pour toi, voilà.
C'est dur aussi pour elle parce que j'imagine que ça doit accéder chez elle à des trucs compliqués, alors qu'en fait, ce qu'elle devrait faire aussi à ce moment-là, c'est venir vers toi avec de la douceur. Mais en fait, comme t'es violent, c'est compliqué de venir avec de la douceur vers toi. Puis effectivement, le premier responsable, c'est avant tout toi. Donc, essayer d'avoir de la douceur envers toi, c'est facile aussi de la dire. Mais il y a un truc quand même que je voulais dire par rapport aux accès de colère que tu peux avoir avec des nourrissons et tout, c'est que, et je crois que c'est hyper important de le dire, c'est que tu peux partir en fait, tu vois. Et c'est un truc que je savais pas. Hein. Moi, j'ai eu aussi des accès de colère vis-à-vis de mes filles quand elles dormaient pas et tout. J'ai foutu à ma fille ma première fessée, tu vois, quand elle était toute petite. Et vraiment instantanément, je me suis dit, putain, mais t'es en train de faire n'importe quoi, parce qu'en fait, elle a hurlé plus. Tu te vois faire les trucs. Exactement ce que tu racontes. C'est un truc de malade. Tu te vois faire de la merde, quoi. Mais l'un des trucs qu'on m'avait pas dit à l'époque, et je crois que c'est important de le dire, c'est qu'en fait, tu peux partir. Tu peux laisser ton enfant là, en train de crier, pendant 5-10 minutes, le temps de redescendre, et en fait, ton enfant sera toujours là, tu vois. Et c'est un truc, je crois qu'on dit pas assez, qu'il faut dire, c'est qu'en fait, t'as le droit et c'est pas grave, en fait, et c'est normal d'avoir envie d'avoir des accès de colère et en fait de plus supporter les cris, etc. Enfin, moi, je me souviens très bien à quel point ce cri-là qui m'a fait lui donner sa fessée m'a rendu fou, quoi. Vraiment, donc je comprends. Hein, c'est hyper intéressant. Faut le regarder en face, en fait. Mais faut se barrer. Tu peux te barrer, en fait. Et c'est hyper important de le dire. Une fois que t'es barré, je l'ai fait une fois. Je suis allé m'enfermer dans la cour dehors, mais en fait, je l'entendais encore. Il y avait la double vitrage, donc voilà, mais ça crie fort, bébé. Et ça met du temps à redescendre en plus. Même si je l'entendais pas, ça aurait mis du temps à redescendre. Mais en plus, je l'entendais encore. Du coup, j'ai eu l'impression de cette première essai de me barrer là, ça marchait pas, et que du coup, je passais une autre technique, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, il y a un vrai truc. Parce qu'en fait, en confinement, donc mes enfants, ils avaient 2 et 4 ou 5. Et il y a eu des tensions dans la famille, dans la cellule, et entre adultes, avec les enfants, machin. Et on a sorti, mon fils à l'école, il a appris des conseils d'école, et du coup il nous a ramené à la maison, on a fait des conseils de famille, ça s'est chambé. Ouais. L'école, elle fait des trucs de ouf, et du coup il y avait eu, on a mis en place l'échelle de la colère, parce que ils ont bien compris, nos enfants, et genre ils ont 5 ans et ils te le mettent ça bien dans la gueule, et c'est génial. Dis donc papa, t'aurais pas un problème avec ça? Bon. Ouais, c'est ça. Et maman, voilà. Et du coup, qu'il y avait un enjeu chez nous là-dessus, et donc on va mettre en place une échelle de la colère. Et ils viennent et tu vois, ils me disent, papa, t'es où là? Et rien que tu mets, donc il y a je te la montre là si tu veux, elle est là. Et donc t'as vert, jaune, orange et rouge. En fait, ils ont copié, ils ont l'échelle du bruit dans la classe, tu vois. Donc ils ont refait le même truc. Et rien que de mettre ton doigt sur le orange, tu vois, déjà tu redescends au jaune presque des fois. Tu t'as nommé ton émotion, quoi. C'est des basiques, hein. Enfin, tu vois, quand tu travailles sur les émotions. Mais putain, de le vivre déjà, voilà. Et tu te rends compte que, ok, donc voilà. Et en plus, on s'est mis des règles, genre, si t'es jaune, tu dois respirer, je crois, par le nez, on a dit. Si t'es orange, tu n'as plus le droit de parler. Et si t'es rouge, tu pars. Et vraiment, en fait, rien que ce truc de tu n'as plus le droit de parler. Et maintenant, on se l'applique entre nous, adultes, avec ma femme, de dire, en fait, là, t'es en colère. Donc, arrête de me parler. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tous les deux là, on doit faire la vaisselle. Enfin, tu vois, on a 3000 tâches. Donc, en fait, on est en présence dans la même pièce. Ouais. C'est trop dur de pas se parler. Et tu te dis, mais à quel moment on apprend enfin, en tout cas, à quel moment moi j'apprends du coup, ces tips là, de gérer de la colère, de savoir s'isoler, parce que c'est un truc tout bête en vrai, tu vois, et c'est ok d'avoir un temps de passage, tu vois, et je sais toujours pas, tu vois, quel est le temps qu'il me faut, par exemple, pour redescendre. Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est... Tu vois, je pourrais me faire des petites stats comme ça. Besoin de remettre ok, si je suis orange, besoin de remettre du cerveau dans les émotions. Ah, t'as raison, peut-être. Ouais. Merci. Faut que je mette des stats. Ouais, non, mais plutôt le truc de bonne pratique. Parce que là, j'avais testé, tu vois, à un moment... avec la psy, je m'étais dit, je vais taper dans un coussin, tu vois, je vais l'exprimer. Puis, en plus, ce qui est marrant, c'est quand t'es en train aussi d'apprendre à tes enfants à gérer leurs émotions, quoi. Donc, t'es comme un con. Bon, après, moi, je suis assez aligné. Et en tout cas, j'essaye parce que je sens bien là que je suis en train du coup de leur faire des traumas. Mais voilà, les gars, c'est comme ça. On a tous les nôtres et voilà. Mais du coup, je leur dis, voilà, vous savez, et j'exprime papa, il a un problème avec la colère, vous le savez. Enfin, donc, je vous fais pas un cadeau là-dessus, ou vous le savez, puis voilà. Et donc, je travaille avec eux. Et donc, il y avait ce moment là où je tapais dans mon coussin, quoi.
Et en fait, ça n'a pas marché du tout, quoi. Et je pense voilà, moi, je me dis, tiens, il faut que j'y expérimente. J'ai toujours pas trouvé les bons, hein, les parfaits. Après, avec le temps, et rien que ça aussi, j'avais un truc de tunnel quand est-ce qu'il est la fin de ce putain de tunnel, quoi. Et tu vois, t'es dans ton truc, c'est en ça, tu sais, le truc de 3 mois qui dorment pas, bah, ça va, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Oui, bien sûr. Et je pense qu'en plus, les enfants m'ont appris de la patience, enfin, tu vois, de voir du temps plus long. Et à ce moment-là, 1 an, pour moi, ça me paraît le bout du monde, quoi. Tu vois, quand on te dit, tu vas avoir un enfant dans 9 mois, ça va, j'ai le temps, quoi. Et 9 mois sans dormir, c'est long. Ouais, c'est clair. Alors, je t'invite à aller écouter, et les gens à aller écouter cet épisode avec Angelo Follet dans Histoire de mec, où il parle justement de à quel point, en tant que mec, il faut qu'on apprenne à se laisser pénétrer. Et alors, dans tous les sens du terme, pas je suis chaud là-dessus, voilà. Pas de souci. Mais en fait, à se laisser pénétrer aussi par les émotions et le féminin et la douceur, tu vois. Et ça veut dire, en fait, laisser ouvrir une porte. Et c'est très très dur. Moi, je travaille, c'est marrant que t'en parles parce que c'est vraiment un truc sur lequel je suis depuis environ 7 étés. C'est très dur à dépasser, mais en fait, une fois que tu laisses ouvert, c'est vraiment cool. Et la douceur. Mais je crois que t'as raison, hein. T'es sur le bon truc, hein. C'est de la douceur. Hein. Et t'as des tips? Faut laisser ouvrir. Faut vraiment consciemment laisser ouvert. Et vraiment te dire, je vais me laisser. Et en fait, de te rendre compte que c'est de la douceur dont t'as besoin, c'est déjà génial. Putain, mais t'as déjà fait 90% du chemin. Bah, essaye. Mais c'est quand les 10 restants, là, tu vois? Mais pourquoi ça viendra quand ça viendra. Ouais, mais justement, c'est ça ouvert. En fait. J'entends. Exactement. C'est ça ouvert, c'est OK. Pourquoi tu cherches à rusher? It's coming, quoi. Genre, laisse venir. Tu peux pas speedrun, tu peux pas aller plus vite que la musique quand il s'agit de thérapie, je crois. Non, ça. Bah oui. Surtout pas. Mais c'est ça que t'attends, en fait, en plus. Non, c'est l'impact que j'ai sur ma team là, tu vois. Je fais chier. Mais merci du truc là. Puis en plus, comme elle va écouter le podcast, bisous. Elle a aussi sa part d'un chemin à faire. Oui. Voilà, et de se dire voilà. Si demain je pouvais éviter de mettre mal à l'aise, tu vois, mes enfants parce que je les engueule en public devant leurs potes et devant d'autres parents. Ah oui, c'est ça que tu me racontais en fait, c'est que tes potes ils sont mal à l'aise aussi parce que t'en as tes enfants. Ouais. Bah, c'est plus vaste que juste ce qui s'est passé à la naissance. Même si, j'ai pas fini ce truc, mais pour les jeunes papas, en fait, c'est quand même un rush qui est extrêmement intense et qui, pour moi en tout cas, s'est détendu quand ils sont arrivés à tous 2, 3, 4 ans. Alors oui, ça va vous paraître long si je vous dis 3 ans, mais moi, ça m'aurait aussi un peu fait du bien si on m'avait dit non, mais là, en fait, retiens-toi un peu parce que t'inquiète, après, c'est pas aussi chaud que ça pendant. Il y a d'autres. Mais en fait, moi, j'avais des petits, je galérais de ouf, j'en faisais un peu part aux gens et ils me disaient. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. J'étais genre, what? Mais ça va être encore pire après, mais c'est ouf, quoi, tu vois. Parce que j'imagine bien que l'adolescence, ça va être un autre game. En fait, c'est pas les mêmes problèmes. C'est qu'en fait, là, ils viennent taper dans tes ressources physiques, tu vois, les petits, je trouve. Et les grands, ils viennent plutôt taper dans tes ressources psychologiques. Et donc, effectivement, dans tes problèmes de colère et tout, quoi. T'as encore quelques années. Ah, je vais kiffer. Plaisir. Mais ça, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont je t'ai pas parlé parce qu'on arrive au bout, là? Ouais. Je t'avais parlé de sexe, moi. Je sais pas si c'est le sujet, mais tu m'avais parlé de. Ok. Non, je t'avais proposé en tout cas ce truc de l'impact sur ta sexualité qu'à l'arrivée d'enfant, quoi. Parce que ça, c'est un game pas facile à assumer. Parce que en tant que gars, tu performes, tu dois avoir une vie, tu vois, sexuelle de ouf et tout. Et moi, la grossesse, c'était loin d'être easy pour nous, quoi. Enfin, ma femme avait pas trop envie, et du coup, tu veux la bichonner, donc. Et à quel moment t'exprimes le putain, mais quand même, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Parce que moi, voilà. Et le. Déjà, et l'après. Déjà, tu peux te branler. La masturbation, c'est une vraie clé, nécessaire. Je sais pas si elle est suffisante, mais on parle pas assez de la branlette en couple, quoi. Tu vois, quand l'autre n'a pas envie et que toi, c'est un truc qui est. On est assez à l'aise nous là-dessus, donc ça c'est cool. Mais par contre, moi ça me suffisait pas, tu vois. Enfin, genre il y a un truc de c'est cool, mais un câlin c'est bien aussi, tu vois. Et après dans le post
accouchement, ça a duré longtemps. Moi, ma femme, elle a allaité 6 mois, donc ces seins qui sont des objets de plaisir étaient devenus des objets pas du tout de plaisir pour elle, et du coup, enfin voilà. Et en plus, elle est devenue mère. Dans quelle mesure une mère c'est sexy pour toi aussi, et enfin pour moi, dans quelle mesure c'était sexy pour moi, et bon, ça va à peu près, je pense, mais il y a des trucs qui ont changé en tout cas, quoi. Et comment tu l'accompagnes, quoi. Là encore, moi, mes potes vivaient pas le même truc, donc je leur parlais de ça, et ils me disaient c'est hardcore ce que tu nous racontes, on fait l'amour, il y a du lait qui sort des seins et tout, tu vois, genre wow, tu vois, alors que ouais, mais c'est ce que je suis en train de vivre, moi, tu vois, genre et où il y a ton bébé qui se réveille, tu vois, juste à côté, où t'es en train de faire l'amour, t'as ton bébé qui se réveille dans la chambre d'à côté, tu vas le voir, t'es encore en érection, tu vois, tu vois, tu vis des trucs de ouf quand même, quoi. Et du coup, c'est plus compliqué de se mettre dedans à deux, donc quel moment on s'aménage, enfin, il y a un champ et là, j'ai pas du tout de solution, parce que ça a plutôt été problématique sans trouver de solution. Mais je trouve qu'il y a tout un champ aussi lourd dans le changement de vie que ça peut générer, quoi. Hippocampe Fou a fait donc il y a un rappeur qui a fait un titre sur ce sujet-là, justement, sur cette ambiguïté, cette ambivalence entre t'es en train d'avoir envie de faire l'amour à ta femme, et en fait t'as ton bébé qui pleure, et tu vas le voir avec je sais plus, il dit un truc du genre putain, j'ai encore la bouche qui sent la chatte de ta mère. Le délire. Puis en fait tu switches de père à homme c'est ça. Dans l'espace de 20 secondes, de 1 seconde même. Ouais. Et donc t'as pas de solution, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est ok si moi c'est ok si quelques mois ou quelques années il y a un down. Puis faut en parler. On n'est pas obligé d'être dans une vie de ouf. Moi, je me faisais un film de putain, j'ai l'impression que les autres ils ont repris la vie sexuelle déjà, tu vois. Et voilà, il y a pas compète dans le sexe, quoi. Enfin. Puis surtout, faut toujours faire très attention à ce que les autres racontent, tu vois, entre ce qu'ils racontent et leur vie réelle, quoi, tu vois. C'est pas, il y a parfois un décalage, mais c'est cool d'en parler. Enfin, je crois que c'est cool d'en parler, de pas en faire un tabou, quoi, justement. Comparaison poison. Une collègue qui m'a raconté ça le jour, je fais je prends. Merci beaucoup, Jonathan, c'était super, vraiment. C'était pas évident, mais merci d'avoir partagé ça, d'avoir partagé tes prises de tête avec la colère. C'est très important. Je crois que la parole se libère aussi du côté des mecs sur les émotions et parfois les aspects un peu négatifs qu'on n'a pas envie de montrer de soi, quoi. Ouais. C'est ce qu'on donne à montrer, ouais. Enfin, tu vois, comme si tu vois, j'avais envie de montrer un truc que je te disais, quoi, tu vois, tiens, mes enfants ils vont écouter ça, et je veux qu'ils aient le super daron à entendre, quoi. Mais justement, si tes fistons ils écoutent ça dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là? Les gars, non, mais je vous aime, de toute façon, tu vois, c'est ça la clé, et surtout vous êtes ouf, donc ça va le faire, quoi qu'il arrive. Et peut-être que là en ce moment ça se passe mal, enfin je fantasme un truc d'adolescence où ça va être tendax, j'ai peur de perdre la tendresse et la complicité qui est en jeu en ce moment, et j'ai très envie de leur laisser leur vie, et tu vois, et qu'ils soient libres de la distance qu'ils ont envie de mettre. Donc voilà, je sais pas, ambivalent. Je serai pas où j'en serai dans 10 ans, mais en tout cas vous êtes au top, quoi, donc il y a pas de souci. Voilà, vous s'en foutez de ce que j'ai raconté, et voilà. Pas sûr qu'ils s'en foutent, mais bon. Ouais. Merci beaucoup, Jonathan, c'est cool. J'ai kiffé. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.